Merci de nous rejoindre pour le dernier webinaire de notre série dédiée aux problèmes rencontrés lors du confinement. Aujourd'hui, la question que nous allons nous poser ensemble, c'est comment équiper vos utilisateurs distants grâce à la virtualisation du poste de travail. On va démarrer avec Cédric pour, comme introduction, nous dire la virtualisation du poste de travail, en fin de compte, c'est quoi? Tout à fait, Franck. Alors, la virtualisation du poste de travail, c'est un concept qui existe depuis de nombreuses années. On le faisait on-prem sur les technologies RDS de Microsoft ou du Citrix. Aujourd'hui, on va utiliser les fonctions, toute la puissance et la scalabilité du cloud pour augmenter les performances de ce concept de VDI. Historiquement, c'était assez compliqué. Quand on avait du VDI on-premise, on avait des infrastructures assez lourdes qu'il était assez difficile de faire évoluer parce qu'il fallait commander de nouveaux serveurs. Donc, c'était assez long à monter en charge. Donc, aujourd'hui, on va profiter de ce que propose Azure avec toutes les fonctions de PaaS, de plateforme de service, où justement toute cette notion d'infrastructure, de matériel, de serveurs sont gérés directement par Microsoft et on a une puissance et une simplicité de mise en place qui sont sans égal. Très bien. Merci Cédric pour cette introduction. En fin de compte, la virtualisation, quels en sont les cas d'usage? Alors, c'est moi qui vais répondre à ce point. Eh bien, les cas d'usage sont multiples. Par exemple, dans le contexte actuel que nous vivons tous chacun chez nous, j'ai envie de dire, la mise à place du télétravail et pendant le confinement, un besoin d'équiper de manière un petit peu en urgence et inopinée des utilisateurs qui n'ont pas forcément de PC portable ou pas de PC tout court. Mais c'est également à des fins d'utilisation d'applicatifs spécifiques ou des applicatifs lourds comme des ERP ou des logiciels du type compta qui ont une tolérance assez faible à la latence. Et donc, la virtualisation, dans ces cas-là, peut être une réponse. Et là, dans toutes circonstances, pas forcément en cas de circonstances exceptionnelles comme celles que nous vivons aujourd'hui. Mais en même temps, si on regarde dans l'année des circonstances exceptionnelles, il peut toujours y en avoir un petit peu. Il y a des périodes de grève un peu qui durent un peu. Enfin, bref, j'extrapole un peu. Mais alors, autre cas d'usage dont nous pouvons retrouver, l'utilisation de plusieurs plateformes clientes pour accéder à des postes virtuels depuis des smartphones, des tablettes et différents OS. Fournir également dans d'autres circonstances des postes pour des développements à des équipes de TMA. Prenons l'exemple d'un éditeur de logiciels qui a besoin de sous-traiter une partie du développement de ces logiciels dans d'autres organisations, d'autres pays, et sans forcément devoir leur fournir des équipements pour se joindre de manière sécurisée à son environnement. La virtualisation pourra répondre à ces attentes. Fournir des postes à des infogéreurs également, les prestataires, sans avoir à leur fournir du matériel physique. C'est le cas de grand nombre d'entreprises de services comme nous. Et quand on intervient chez nos clients n'ont pas forcément nous fournir un poste qui leur appartient, mais nous créer donc un accès virtuel pour qu'on puisse travailler depuis chez nous en étant chez eux, en quelque sorte. Et puis, il y a des exemples sont multiples. Il y a aussi dans le cas d'entreprises qui fusionnent ou qui font des acquisitions pour étendre leur parc de manière simplifiée et rapide pour pouvoir rattacher toutes les nouvelles entités, tout simplement au même système d'information dans un temps optimisé. Et puis également, pourquoi pas centraliser des postes de travail pour garantir la sécurité des données. On prend l'exemple d'entreprises qui travailleraient sur des fichiers importants ou des fichiers en 3D qui vont parler des problématiques de sous-traitance avec des plans sur des prestataires, des fournisseurs qui ne voudraient pas forcément avoir envie de voir des échappements de données importantes en mettant à disposition ces informations et ces plans. Et donc les conserver de manière centralisée sur leur infrastructure, tout en donnant la possibilité de les consulter, voire de les travailler à distance sans en perdre le contrôle. Voilà, donc pour illustrer
la virtualisation, je vous propose d'embrayer sur une démonstration que va nous opérer Yves. Yves, si tu es prêt, tu peux démarrer la démo. Je vais vous montrer juste l'utilisation, pas forcément l'architecture encore qu'il y a derrière, pour l'utilisation de la virtualisation et comment ça fonctionne. Pour cela, j'ai mis en place un environnement de démo où en plus est activé le MFA pour vous montrer qu'on peut mettre aussi des niveaux de sécurité un peu plus élevés pour vos utilisateurs. Voilà. Donc là, ça vous montre que l'interface est accessible en full web HTML5, d'où l'utilisation par smartphone ou sous Linux, macOS et autres plateformes informatiques. Là, c'est la demande d'authentification MFA. Le MFA, c'est le Multi-Factor Authenticating, qui peut utiliser donc soit l'envoi de SMS, soit les applications, un type d'application telle que celle-là, qui va vous envoyer des codes que vous pouvez rentrer suivant vos comptes. Donc, pendant que ça oui. charge, je me permets de t'interrompre avec une première question. Vas-y. Là, ce que tu nous montres, du coup, c'est que tu t'es connecté sur ce qui ressemble à une page Office 365 pour accéder à ton bureau virtuel, c'est ça? Exactement. Là, en fait, je suis alors dans le mode Windows Virtual Desktop, donc la solution Microsoft, sachant que c'est possible aussi avec Citrix Cloud, par exemple. Et donc là, je suis connecté sur un environnement où je peux publier donc soit des bureaux. Là, moi, j'ai publié un bureau Windows 10 auquel je peux me connecter. Il est possible aussi de mettre en lien des applications telles que Word, Sage, des logiciels de comptabilité ou autres. Je peux publier toutes les applications que je veux et donc laisser l'accès aux utilisateurs de se connecter sur les applications et bureaux, sachant que chaque utilisateur peut avoir un profil bien défini pour avoir certains types de postes disponibles avec certaines applications. Et les applications vont dépendre des profils en fait de chaque utilisateur. Alors après, les principes sont exactement les mêmes, que ce soit du Citrix ou du Windows Virtual Desktop. Après, les technologies qui sont derrière ne sont pas exactement les mêmes, mais les principes sont identiques. Donc voilà, là j'ai ma session Windows 10 qui se lance et qui est hébergée dans Azure. Sur une VM, alors dans les deux cas, sous Azure, il y a en fait les environnements Windows 10 multi-user, ça veut dire que contrairement au passé où il fallait utiliser des versions d'OS serveur pour pouvoir se connecter en multi-user, maintenant Windows 10 est disponible en multi-user. Donc on peut se connecter à 10 sur une même VM. On n'est pas obligé d'avoir une VM par utilisateur. On peut faire du multi-session, ce qui est très pratique. Pareil, disponible aussi bien que ce soit sur Windows Virtual Desktop que sur Citrix. Donc sur cette session, par exemple, j'ai déjà configuré mon OneDrive, ici, ou mon Outlook, et donc je retrouve en fait l'intégralité de mes données, l'intégralité de mon profil Outlook. J'attends qu'il s'ouvre pour que vous puissiez voir. En attendant que ça s'ouvre, Yves, j'ai encore des questions pour toi. Vas-y. On me demande si la solution est compatible avec tous les navigateurs ou tous les types de devices. On peut se connecter sur un PC, sur une tablette, sur un téléphone portable. C'est compatible aussi bien avec Chrome, avec Chromium, avec Firefox. C'est compatible aussi bien sur macOS. Alors, il y a deux manières de se connecter, hein, pareil, toujours dans les environnements. Il y a donc l'environnement full web. Donc là, vous avez accès à ma boîte mail. On ne va pas s'attarder dessus. Et donc ici, par exemple, j'ai de la remontée de documents aussi, voilà, où je réaccède à tous mes documents OneDrive, par exemple. Et donc, oui, on y a accès depuis vraiment n'importe quel. C'est l'avantage, c'est qu'on passe par du HTML5. Donc, ça veut dire que ça va marcher même depuis un navigateur Opera, ça va fonctionner en fait. C'est complètement transparent. Et c'est un peu tout l'intérêt de la chose. Ça veut dire que si vous avez des équipes qui sont équipées de tablettes Android, ils pourront accéder justement sur un environnement Windows 10 depuis leur tablette. Ok, j'ai une autre question qui revient un petit peu sur la méthode d'authentification. Il faut un compte dans l'AD du coup pour pouvoir se connecter là-dessus. Après, on va rentrer plus en détail sur l'architecture, là dans les slides qui viennent, aussi pour les. Là, c'était juste pour vous montrer, pour montrer à l'ensemble des participants comment fonctionne la virtualisation.
On va rentrer plus en détail sur l'authentification, sur également sur quelle plateforme on peut y accéder, etc. Attendez les slides qui viennent, on va répondre à toutes vos questions à ce niveau-là. Là, c'était vraiment pour vous montrer en fait la plateforme, comment cela fonctionne et le résultat, plus ou moins la rapidité de connexion. Tout à fait, la simplicité et la rapidité de connexion. Merci Yves. Cédric, est-ce que tu veux ponctuer sur les avantages que présente la virtualisation pour notre organisation, l'organisation de vos entreprises et de vos utilisateurs, pour illustrer donc, ce que vient d'évoquer Yves. Donc, comme le présentait Yves il y a quelques instants, donc vous avez pu constater que c'est extrêmement simple. On peut avoir un environnement de travail qui est soit pour plusieurs utilisateurs, soit une machine qui soit dédiée à un seul utilisateur. On peut se connecter depuis n'importe où, comme l'a montré Yves, sur n'importe quel type de navigateur. On va pouvoir avoir de l'authentification forte. On simplifie nos déploiements, hein. Tout est au niveau cloud, donc on déploie des machines très rapidement. Azure est également en capacité de pouvoir provisionner des machines à la volée. Imaginez, vous avez prévu 4 machines pour héberger 40 utilisateurs. Vous avez 100 utilisateurs qui se connectent d'un coup. Azure va être en capacité de provisionner toutes les machines en quelques instants pour que tous les utilisateurs soient servis et puissent travailler et avoir la même expérience utilisateur. Donc on a vraiment une flexibilité. Typiquement, on se retrouve aujourd'hui en confinement. Énormément d'entreprises sont bloquées parce qu'elles n'avaient pas fourni des ordinateurs portables à tous leurs collaborateurs. Aujourd'hui, grâce à cette solution, la personne qui a un ordinateur chez lui, un ordinateur personnel, il va pouvoir se connecter via son navigateur web directement à un poste de travail qui soit sécurisé. L'utilisateur, il pourra travailler comme s'il était au bureau, accéder à toutes ses applications métiers, accéder à son serveur de fichiers. On peut imaginer n'importe quelle application bureautique, mais aussi n'importe quelle application métier qui soit installée. Donc c'est vraiment, il pourra travailler comme s'il était chez lui. Et l'entreprise, la DSI, n'aura pas à se soucier de la sécurisation du device de l'utilisateur. Pendant des années, on a parlé de BIOD. Donc l'utilisateur pouvait travailler depuis chez lui, acheter n'importe quel outil. Là, on est vraiment dans ce scénario-là où la DSI n'a plus besoin de s'inquiéter. Est-ce que l'antivirus du PC de mon collaborateur est à jour? Il installe un client VPN, un VPN SSL, mais bon, on ne sait pas ce qui peut se passer si jamais le poste est infecté par des virus. Ça pourrait passer par le VPN SSL et venir, pourquoi pas, me cryptoloquer tout mon SI. Là, on est vraiment quelque chose d'isolé. L'utilisateur, on peut l'autoriser ou non à copier des fichiers depuis son environnement personnel vers la machine virtuelle, ou on peut brider également. Donc, on est vraiment dans des scénarios qui sont extrêmement efficaces, extrêmement simples à mettre en place pour aujourd'hui gérer notre problématique d'utilisateur pour qu'ils aient accès au SI. D'ailleurs, ça se ressent quand on te voit, Cédric, parce que tu as l'air assez à l'aise dans ton fauteuil de directeur chez toi. Là, ça respire la sérénité. Là, la virtualisation te sérénise aussi. Merci pour ces précisions. Pour ponctuer, d'ailleurs, on a eu des cas récemment là, pendant le confinement de clients qui malgré le fait d'être équipés de PC d'entreprise, ont eu un petit souci avec un café qui se renverse sur l'ordinateur et qui le rend complètement inutilisable. Et dans ce cas-là, la virtualisation peut venir secourir également pour remettre à disposition un mode de fonctionnement opérationnel rapidement. Alors, ça nous fait Franck, je suis désolée, je t'interromps parce qu'on a une question. Justement, dans la logique de virtualisation, est-ce que quand on fait de la visioconférence, donc pour avec de la virtualisation, est-ce qu'on peut remonter la caméra et les périphériques du PC via la virtualisation? Est-ce que ça, c'est possible dans le contexte de la visioconférence? Alors, je vais me permettre de répondre. Je vais reprendre la main dessus. Donc oui, c'est tout à fait possible, que ce soit sur Windows Virtual Desktop ou Citrix, de remonter les caméras, de remonter les supports casques et donc de faire de la visioconférence par Teams, par exemple, depuis les postes en virtualisation. C'est tout à fait adapté pour cette utilisation également. Très bien, merci pour cette précision. Donc, ce qui nous permet d'enchaîner sur quelles sont les solutions finalement qu'on peut mettre à disposition
pour mettre en place de la virtualisation? Eh bien, nous en avons deux à présenter aujourd'hui. Windows Virtual Desktop d'une part et Citrix Virtual Desktop d'autre part, donc pour lesquels nous allons rentrer en détail sur ces deux approches pour que vous ayez une vision claire de leur rapport par rapport à la virtualisation. Est-ce que ouais, je vais prendre le relais, s'il te plaît, sur... Exactement. Donc, je vais préciser aussi pourquoi on va vous présenter plus en détail Windows Virtual Desktop et Citrix. C'est que nous sommes partenaires Microsoft. Et il faut savoir donc que Windows Virtual Desktop est la solution Microsoft, mais que le Citrix Cloud, en fait, est dans le Cloud Azure. Donc, ça veut dire qu'il y a un partenariat aussi très fort entre Azure et Citrix depuis longtemps. Et donc, c'est pour ça qu'on se permet de présenter ces deux solutions qui ont chacun leurs avantages et donc on va vous détailler dans les slides suivantes. Donc maintenant, je vais un peu plus rentrer en détail sur qui peut mettre en place la VDI. Est-ce que vous avez les ressources en interne? Est-ce qu'il faut passer par des prestataires extérieurs pour les mettre? Ça dépend. Parce que suivant ce que vous allez vouloir faire, il faut savoir avoir quelques connaissances. Donc pour mettre de la VDI en place, au minimum, il faut être administrateur système ou ingénieur système et réseau, parce qu'il y a des compétences aussi bien de système que de réseau pour la mettre en place. Alors plutôt système Microsoft, mais aussi pourquoi pas Linux si vous avez besoin, mais dans le cadre de Citrix, qui pourrait gérer Linux en VDI et non pas de Microsoft. Il faut avoir des connaissances d'Azure, parce que nous, là, notre orientation est clairement orientée cloud. L'intérêt, c'est de monter donc l'ensemble du système dans le cloud Azure pour vous permettre justement la flexibilité, c'est-à-dire multiplier le nombre de VM que vous allez mettre en place dans le cloud. Par exemple, si vous avez besoin de passer de 5 à 100 utilisateurs, vous pouvez le faire sans vous engager dans l'achat de matériel cher. Donc, il faut avoir une connaissance d'Azure, de l'administration d'Azure. Après, pour tout ce qui va être l'administration de la VDI, il faut connaître les principes, que ce soit de Windows Virtual Desktop ou de Citrix. Les compétences Citrix sont quand même assez particulières. La gestion d'une ferme Citrix est assez particulière. Donc, et même si c'est dans le cloud Citrix, il y a des niveaux d'administration qui sont liés quand même et qui sont identiques à celle de manager une ferme Citrix. Il y a des delivery controllers et d'autres choses. Et donc aussi, bien sûr, avoir des connaissances d'administration Windows, ça va de soi. Et Linux, si vous voulez faire un peu de VDI sur du Linux. Parfait. Je vais rajouter quelques éléments. Donc, c'est vrai que pour avoir toutes ces compétences, ce qui est recommandé par Microsoft et Citrix, c'est de se certifier. Il y a des certifications qui existent justement pour valider les connaissances et les concepts de la VDI. Nous, c'est des certifications qui sont présentes chez Progélis, donc vous pouvez vous appuyer sur nous sans problème. Merci Cédric. La question qu'on peut se poser, c'est quelle complexité on peut rencontrer une fois que le produit est en place? Cédric? Ah, pardon, j'attendais qu'on me donne la parole. Donc la complexité, il faut avoir quand même un minimum de compétences sur tout ce qui est Azure et Windows Virtual Desktop. Et l'administration est pour l'instant majoritairement en PowerShell, donc il faut savoir un petit peu scripter en PowerShell pour pouvoir gérer, administrer une plateforme Virtual Desktop. Il faut avoir quelques idées également et savoir comment fonctionne la partie gestion et facturation, la partie coût dans Azure. On sait que dans Azure, on a une facturation qui est liée à la minute d'utilisation au niveau du compute. Donc, il faut avoir pas mal de connaissances là-dedans, gérer l'automatisation, savoir faire de l'arrêt automatique pour éviter justement de dépenser de l'argent inutilement. Le soir, on imagine, hein, les utilisateurs n'ont pas besoin ne travaillent pas de 20h jusqu'à 6h du matin. Donc, il y a des petites choses à mettre en place pour être sûr que les VM s'arrêtent et éviter une facturation. Et le dernier point, c'est le problème de latence. Donc, il faut qu'on interconnecte Azure avec votre SI interne pour pouvoir accéder aux applications internes. Donc, la mise en place d'un VPN site à site et donc avoir un débit et une qualité de réseau qui soit suffisante pour justement éviter d'avoir trop de latence dans les applications métiers qui seraient lancées depuis des VM dans Azure.
Yves, je ne sais pas si tu veux rajouter ouais. des choses. Mais justement, par exemple, pour les questions, tout ce qui va être question de latence entre Azure et vos data centers on-premise, il y a le VPN site à site, mais il y a aussi l'ExpressRoute qui est un tunnel dédié. Ça veut dire un fournisseur d'accès tel que Orange ou autre va tirer une fibre noire entre votre data center et Azure pour améliorer les temps de latence justement entre Azure et le data center. Ça peut être très important dans le cadre d'utilisation d'applicatifs lourds très spécifiques qui doivent avoir des temps de latence réduits. Et donc, dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Alors, bien sûr, les ExpressRoutes dans Azure ont un coût supplémentaire par rapport à une VPN normale, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais voilà, disons que chaque cas, pour chaque entreprise, il peut y avoir des cas différents qui se présentent et c'est une étude qu'il faut faire d'architecture. Après, vous avez peut-être déjà une interconnexion SI. Dans ce cas-là, vous savez déjà quels sont les résultats des latences. Mais voilà, après, c'est vraiment une analyse en plus à faire pour vérifier le bon fonctionnement des outils que vous voulez mettre en place dans la VDI. Merci Cédric. Ok, bah, Yves, tu peux continuer sur la lancée et préciser du coup les avantages par rapport à une installation on-premise. Voilà. Alors, les avantages par rapport à une installation on-premise, déjà, il y a dans l'intitulé, quand on dit que là, on vous propose de la VDI en mode PaaS, ça veut dire Platform as a Service. Ça veut dire que vous n'avez plus à gérer, comme c'est une plateforme as a service, vous n'avez plus à gérer, premièrement, la première couche qui va être le matériel, vos onduleurs, vos machines physiques, donc votre Hyper-V, votre VMware, tout ce qui va stocker les données, tout ça, vous déportez ce management à Azure. C'est Azure, vous les payez pour ça, il vous rendra un service, il est bien rendu. Après, vous allez aussi avoir une administration moindre, parce que maintenir, que ce soit une ferme RDS ou une ferme Citrix, il faut mettre à jour les systèmes, les OS, il faut mettre à jour les antivirus, voilà, il y a toute une administration de l'OS qu'il faut faire que vous n'aurez pas du tout à mettre en place pour tout ce qui va être au niveau de la ferme, parce que la ferme va être managée soit par Microsoft, soit par Citrix. Et c'est eux qui s'occupent aussi de mettre à jour les produits. Ça veut dire que votre version de Citrix sera mise à jour par Citrix. Votre mise à jour de Windows Virtual Desktop sera mise à jour par Microsoft. Donc tout cela est un avantage important en termes d'administration, ce qui peut permettre à vos équipes après internes de se concentrer sur d'autres projets et de dégager du temps quand elles peuvent déjà être débordées sur d'autres sujets. Ça peut permettre de les laisser respirer un peu plus. En plus, l'avantage du cloud, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui y vont, c'est la flexibilité et la scalabilité. Quand on parle actuellement justement du confinement, là où en télétravail, vous avez peut-être 10% de vos utilisateurs qui se connectent en télétravail, en période de confinement, vous pouvez monter à 80%. Sauf que vous n'avez peut-être pas envie d'acheter des Hyper-V, des VMware pour permettre à vos utilisateurs de se connecter pendant 1 mois, 2 mois, et après, vous n'en aurez plus d'utilité. L'avantage dans Azure, c'est que vous allez pouvoir les acheter, vous allez pouvoir les monter, les installer, les utiliser pendant 1 mois ou 2, vous allez payer pendant 1 mois ou 2, mais au bout de 2 mois, si vous n'en avez plus besoin, vous les supprimez. Donc, en fait, le coût sera augmenté pour l'utilisation que vous en faites, mais après, ça redescend. Vous revenez à un état de fonctionnement normal. De plus, la scalabilité peut être optimisée et configurée. Donc, comme a dit Cédric en fait avant, vous pouvez gérer les heures creuses, les heures pleines, ça veut dire que de nuit, ça s'éteint. Peut-être que vous allez avoir des périodes parfois où vous allez avoir plus d'utilisation, donc ça veut dire que vous allez devoir mettre à disposition plus de VM pendant certaines périodes bien précises, et après, vous n'allez plus avoir besoin de ces VM. Tout cela est possible dans Azure. Donc, pour ce qui est de la plateforme toujours à jour, je vous l'ai déjà expliqué. Et l'avantage aussi, c'est que la partie sécurité, donc connexion, gateway RDS ou gateway Citrix, entre les deux, sont complètement pris en charge par Microsoft ou Citrix. Donc, c'est eux qui vont gérer la sécurité de vos accès, etc. Et leur niveau de sécurité est optimum. Très bien, merci. C'est typiquement d'actualité, donc ça répond bien aux contraintes que vivent et qu'ont vécu un peu en urgence les entreprises dans cette mise en confinement, le contexte si particulier que nous vivons en ce moment. Maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans le détail de la solution Windows Virtual Desktop, à savoir comment ça marche et quel type de licence il faut pour le faire fonctionner. Et on va
d'abord l'illustrer avec un schéma fonctionnel. Alors, Tu peux bien illustrer, Yves, s'il te plaît. oui, alors Commenter. pour rentrer un petit peu plus dans la technique. Donc, ici, donc vous voyez, vous avez les clients depuis lesquels vous pouvez vous connecter potentiellement à Windows Virtual Desktop. Il vous faut déjà une infrastructure un peu minimum et basique dans l'AD. Ça veut dire il faut que votre AD, Active Directory on-prem, soit remonté dans Azure et soit connecté grâce à un AD Connect. Donc c'est une machine séparée qui va remonter l'intégralité de vos utilisateurs ou certains groupes seulement, ça dépend, c'est vous qui décidez, dans l'Azure Active Directory. Si vous avez déjà un Office 365, c'est déjà le cas. Vous avez déjà un AD Connect qui remonte vos utilisateurs. Donc, une fois que vous avez ça, il faudra aussi un DC dans Azure. Donc, ça veut dire que vous avez quand même un VPN qui va être interconnecté au minimum entre votre data center on-prem et votre Azure AD et votre Azure. Ou sinon, vous avez aussi Azure Domain Services qui peut être un contrôleur de domaine en mode pass dans Azure. Donc, une fois que vous avez ça de connecté, en fait, on va pouvoir créer le schéma, le pass Windows Virtual Desktop. Qu'est-ce que comprend le Windows Virtual Desktop et qu'est-ce qui est géré par Azure? Eh bien, le Web Access, le parti serveur Web Access, qui est un serveur à part normalement dans une ferme RDS, est géré par Azure. La gateway est gérée par Azure. Le broker, avec la gestion des utilisateurs des connexions et la base SQL qui va avec, est géré par Azure. Les diagnostics sont gérés aussi par Azure. Toute cette partie-là, vous pouvez faire la configuration, mais vous n'avez pas du tout touché à ces serveurs. C'est Azure qui prend en charge complètement toute cette partie. Vous, tout ce que vous allez développer, en fait, c'est les VM hôtes, c'est-à-dire soit les desktops que vous allez mettre à disposition, le nombre de desktops, quelle puissance, suivant les utilisateurs que vous avez. Vous avez des utilisateurs basiques Office, vous avez des utilisateurs avancés en graphique ou des développeurs qui ont besoin de puissance CPU ou RAM. Vous pouvez créer différents pools d'hôtes qui vont permettre à chaque type d'utilisateur d'assigner ces pools d'hôtes pour qu'ils puissent utiliser les VM. Vous avez aussi toute la partie app. Donc, si vous avez des personnes qui doivent utiliser donc Sage, pourquoi pas SAP, pourquoi pas CGS, ce que vous voulez, vous pouvez donc faire des hôtes pour ces différents utilisateurs. Et donc, pour revenir, n'importe quel client, comme vous voyez, en HTML5. C'est le point clé. Après, en plus du HTML5, que ce soit pour Citrix ou pour Windows Virtual Desktop, il y a aussi des clients lourds. Donc, il y a le client lourd Windows Virtual Desktop au niveau Microsoft et le Citrix Workspace pour Citrix, qui permet, si vos utilisateurs ont quand même des PC portables, de les installer sur les PC portables pour avoir un accès d'autant plus facile et plus rapide. Après, si Cédric veut compléter. Allô, Cédric? Son micro est coupé. Ce coup-là, c'est moi qui ai oublié le micro, je suis un boulot. Voilà, c'est ça, ça arrive. Donc non, je crois que c'était très clair ce que tu nous as présenté. Donc je pense que si des personnes ont des questions, elles peuvent nous les poser dans le chat et puis on se fera un plaisir de répondre sur cette architecture. C'est une façon simplifiée de vous présenter l'architecture, mais si vous voulez qu'on rentre dans le détail, pas de souci pour vous nous poser des questions ou nous renvoyer un petit mail, on prendra contact avec vous si vous avez besoin de plus de détails sur l'architecture. On avait juste une petite question, alors vous y avez répondu rapidement, mais peut-être qu'on peut le repréciser. C'était de savoir si les outils fonctionnent avec un AD on-prem ou est-ce qu'il faut absolument avoir un Azure AD Premium, un Azure AD, oui, pardon. Il faut forcément avoir un Azure AD parce que l'authentification va passer par l'Azure AD. Donc ça veut dire qu'il faut une connexion avec de l'on-prem vers de l'Azure parce que aussi les VM hôtes auxquels vont se connecter les utilisateurs sont joints à votre domaine. Alors, il est conseillé d'avoir un DC, un domaine contrôleur dans Azure, pour des questions de latence. Par un VPN, ça peut être long, ça peut poser des problèmes des fois de connexion. Donc, il est plus prudent de monter donc, le VPN entre le data center on-prem et le cloud Azure, et aussi de mettre une VM DC dans Azure. Ça coûte pas très cher, un DC, une VM DC dans Azure, ça coûte 30 € par mois, qui permet aux postes donc, qui vont être les VM hôtes VDI de se connecter directement à ce DC.
J'espère avoir répondu à la question. Oui, ok pour moi. C'est une très bonne réponse pour moi. Je ne sais pas si Franck, tu veux reprendre la main. Franck, ton micro, je pense que... Alors, je crois qu'on n'entend plus du tout Franck. En tout cas, de mon côté, je ne l'entends pas. Pourtant, a il des n'est pas en soucis mute techniques. et j'ai l'impression qu'il a son casque et qu'il nous entend. Donc, peut-être que je vais enchaîner le temps que tu règles le problème et fais-nous signe. Enfin, dès qu'on t'entend, on saura que tu es revenu avec nous. Du coup, donc sur cette logique de licence, non, je vais peut-être poser la question et puis je laisserai Cédric y répondre. Mais donc pour mettre en place Windows Virtual Desktop, il faut forcément avoir quand même peut-être une base de licence ou des éléments qui vont permettre de se plugger. Cédric, est-ce que tu veux peut-être nous les présenter? Oui, tout à fait, pas de problème. Donc les licences nécessaires, effectivement, pour pouvoir faire du VDI, c'est comme quand on faisait du RDS on-prem, il faut avoir des licences Microsoft adaptées. Donc, tout comme quand on fait du VDI on-prem, il faut soit avoir des licences d'accès client pour du on-prem, ou alors avoir acheté des licences Microsoft Windows 10 VDA par utilisateur, donc qui sont des licences spéciales pour du VDI. Sinon, il faut avoir des licences Windows 10 entreprise, ou encore mieux, avoir le bundle Microsoft 365, qui lui également donne accès automatiquement aux bonnes licences. Nickel, merci. Alors, est-ce qu'on peut, avant d'enchaîner, peut-être essayer Franck, est-ce qu'on t'entend? Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Oui, magnifique. Super, le retour de magnifique. Franck. Merci, Polly. Ça fonctionne de manière irréprochable, sauf quand on a oublié de charger son casque. Alors, on était... Donc, merci, Cédric, pour cette prise de relais. On va maintenant passer à la présentation de la solution Citrix pour comparer donc, les deux approches de solutions VDI. Et donc, je passe la parole à Mr. Yves. Donc, oui, parce qu'on a parlé principalement de Windows Virtual Desktop, mais il y a aussi Citrix, avec lequel on a aussi un partenariat, et qui a quand même des différences. Donc, le but est vraiment de vous présenter rapidement l'offre Citrix Cloud. On ne va pas du tout parler, le sujet n'est pas Citrix On-Prem, où il y a des partenaires bien spécifiques pour faire du Citrix On-Prem, mais la partie Cloud. Donc, la partie Cloud de Citrix, en fait, là, on a un schéma qui nous permet de représenter quels sont les avantages et la différence par rapport à du Windows Virtual Desktop. Ça veut dire que le Citrix, en fait, va vous permettre, premièrement, de mettre des VM hot. Si vous connaissez Citrix avec les VDA, vous pouvez les mettre on-premise aussi. Là où Windows Virtual Desktop, le problème, du moins le problème ou l'avantage, c'est comme vous voulez, c'est vos VM hot pour Windows Virtual Desktop doivent être dans le Cloud Azure. C'est une obligation, c'est le seul choix. Là, par contre, sur Citrix, vous pouvez soit les mettre on-prem, ça veut dire si vous avez déjà de la puissance matérielle on-prem que vous voulez utiliser, mais par contre, vous ne voulez plus avoir votre ferme à gérer en on-prem, vous pouvez migrer vers du Citrix Cloud, mais garder votre puissance on-prem pour faire tourner, en fait, vos machines hautes, vos VDA. Alors, vos VDA en on-prem, vous allez pouvoir faire tourner du Windows Server, du Linux. Vous avez aussi du Windows 7 ou du Windows 10 mono-utilisateur, pas multi-user, parce que par contre, le multi-user va être exclusif pour tout ce qui va être Cloud Azure. C'est pareil. Alors, il faut savoir que pour Windows Virtual Desktop, mais également Citrix Cloud, il y a une extension. Excusez-moi. Oula. Il y a une extension de Windows 7 sur le support pour si vous avez des applicatifs qui ne peuvent pas être migrés vers Windows 10, vous pouvez continuer d'utiliser Windows 7 dans Azure sous Windows Virtual Desktop et donc sous Citrix et aussi du serveur 2019. Alors, je précise ici que c'est utilisable on-premise, mais aussi vos VDA peuvent être sur d'autres clouds pour vous montrer qu'on ne fait pas pur Microsoft, vous pouvez stocker sur Citrix, dans d'autres clouds aussi possible vos VDA. Donc, ici, c'est pour vous montrer le fonctionnement de Citrix qui est égal en fait à celui de Windows Virtual Desktop. Donc, comme on avait vu Windows Virtual Desktop, l'utilisation est telle quelle. Pour Citrix, ce qui change, c'est la partie Citrix Virtual Apps et Desktop va
prendre pareil, le Citrix Cloud va récupérer en fait vos éléments tels que le Delivery Controller, vos bases de données, la gateway. Tout cela va être hébergé dans le cloud Citrix. Et donc vous aurez accès directement depuis une page web en fait à votre Delivery Controller. Après, l'administration dans le cloud Citrix est identique à un Delivery Controller que vous avez on-prem. Donc, si vous avez déjà vos compétences on-prem sur Citrix, vous pouvez passer sur le cloud Citrix et réutiliser exactement les mêmes compétences pour faire l'administration de votre ferme Citrix. Je t'interromps, Yves, juste une seconde, puisqu'on a une question par rapport à ce que tu expliquais. Est-ce que ça veut dire que sur Citrix, quand on a un utilisateur ou un user, on a un hôte? Alors, pour revenir avant, si vous... Oups, non, c'est pas ça. C'est celui-là, c'est cette slide. Attendez, hop. C'est que si vous passez on-premise ici, vous n'allez pas pouvoir faire du Windows 10 multi-session, multi-user on-premise. Vous pouvez en Azure, sur le cloud Azure, si vous avez vos VDA en machine Azure, c'est possible, mais pas en on-premise. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est possible, mais à certaines conditions. C'est pour ça que là, ici, on a le symbole Azure qui représente cette partie-là. Et c'est pour ça qu'ici, il y a la partie on-premise qui représente. Donc, si vous voulez faire du multi-user, il faut repartir sur du serveur qui, historiquement, permet de faire du multi-user. OK. Sinon, après, il faut faire de la virtualisation de poste avec du VMware ou autre derrière et avoir différentes machines virtualisées, comme c'était le cas historiquement. Donc là, l'explication était finie. Alors pareil, hein, que ce soit pour les clients, l'accès, c'est exactement de la même manière, que ce soit Windows Virtual Desktop ou Citrix, c'est la même gamme d'explorateurs web et de machines, donc vous voyez du Mac, de l'Android, qui vous permettra d'accéder à vos VM hôtes, que ça soit du Windows ou du Windows Virtual Desktop ou du Citrix. Et donc là, vous voyez bien, c'est marqué pour Azure, c'est vraiment dans l'Azure. Alors après, pour Citrix, pour rentrer un peu plus dans le détail technique, là où il faut un AD Connect, il faudra remonter aussi vos utilisateurs dans l'Azure AD sous Citrix Cloud, mais il faudra, et ce n'est pas une obligation parce que sinon vous pouvez connecter un Cloud Connector. Ça veut dire que vous installez une VM, alors 2 pour avoir de la résilience, sur votre data center on-prem, et le Cloud Connector va permettre de faire le lien entre le Cloud Citrix et votre data center on-prem. En fait, ça peut remplacer votre AD Connect si vous ne voulez pas passer par l'Azure AD pour faire la connexion. Donc après, je vais passer sur la dernière slide pour Citrix qui représente, là je vais vous faire un résumé, une rapide comparaison de Windows Virtual Desktop et des avantages de Citrix. Et ses défauts par rapport à Windows Virtual Desktop. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors, Citrix, historiquement, est l'acteur un peu essentiel de la VDI. Ils ont déjà principalement le HDX, qui est leur protocole de communication réseau, qui permet une fluidité des instances qui peut être légèrement meilleure du Windows Virtual Desktop. Vous avez aussi de l'administration. L'administration dans Citrix est beaucoup plus simple parce que c'est historiquement développé. Vous avez une interface web complète. Ça, voilà, les personnes qui ont l'habitude de faire du Citrix, que ce soit du Citrix Cloud ou du Citrix On-Prem, c'est la même chose. Ça sera beaucoup plus simple. Là où pour du Windows Virtual Desktop, il faut se connaître sur PowerShell. Après, il va y avoir des évolutions aussi sur Windows Virtual Desktop. Il y a des développements de web app pour l'administration. Donc tout cela est en évolution. Le provisioning des VM est actuellement plus simple également sur Citrix. Donc toute la partie administration en fait de Citrix est plus user-friendly que la partie Windows Virtual Desktop. Après, sur certains applicatifs lourds, tels que graphisme lourd, traitement graphique 3D, Citrix aussi peut être optimisé également à ce niveau-là. Au niveau monitoring, également, Citrix propose plus d'options pour le monitoring des sessions qui sont ouvertes en VDI que Windows Desktop.
Après, le principal défaut de Citrix par rapport à Windows Virtual Desktop, c'est que en fait, vous devez avoir des licences utilisateurs Citrix. Là où Windows Virtual Desktop, si vous avez déjà vos VDA ou vos Cal User RDP, mettre en place du Windows Virtual Desktop ne vous coûte rien en plus autre que le coût des VM hôtes que vous allez mettre en place. Pour Citrix, vous allez avoir le coût des VM hôtes et aussi le coût d'une licence par utilisateur Citrix qui doit se connecter. Donc en fait, en utilisation, pour moi, Citrix est intéressant pour des users de plus haut niveau, entre guillemets, qui ont des besoins plus techniques, que ce soit de ressources réseau, d'applicatifs bien particuliers. Là, Citrix peut trouver son avantage. Mais en fait, par défaut, si vous avez besoin d'applications bureautiques basiques, d'un environnement de travail, on va dire, assez travailleur basique, pas dans le mauvais sens du terme, mais Word, Excel, Outlook, Teams, OneDrive, ça peut être suffisant, le Windows Virtual Desktop. Par contre, si vous commencez à voir qu'il peut y avoir des lenteurs, des problèmes sur votre Windows Virtual Desktop, peut-être que l'option Citrix, dans ce cas-là, améliore, alors c'est pas peut-être, la solution Citrix va améliorer l'expérience de par ses protocoles. Et si vous avez des très grosses fermes de virtualisation, Citrix sera aussi au niveau management plus simple à utiliser. Donc, merci Yves. Donc, forcément, merci pour avoir illustré les différences, les éléments différenciants de l'approche Citrix. Et bien évidemment, personne ne sera choqué de devoir payer pour obtenir un produit qui fonctionne et qui n'a plus sa réputation à faire sur le monde de la virtualisation. Mais par contre, tout le monde se demande, chacun dans son coin, j'imagine, combien est-ce que ça peut coûter. À moins que tu avais des choses encore à préciser de ton côté. Non, c'était bon? Non, moi c'est bon. Cédric, je ne sais pas, mais moi c'est bon. Dans ce cas-là, je passe la parole à Cédric pour compléter sur l'aspect coût et prise en main de coût de possession de la solution. Tout à fait. Donc combien ça coûte, hein, on verra une estimation de prix là c'est de l'après, mais ce qui est important de comprendre, c'est dès qu'on fait du cloud, on ne paye que ce que l'on consomme. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir 100 machines virtuelles, ou 1000 ou 2000. J'en paye 2000, mais le mois prochain, on sort du déconfinement, on n'en a plus besoin, on ne paye plus rien. Donc ça, c'est quand même un concept qui est assez intéressant dans la situation que l'on vit actuellement. On peut limiter les coûts en faisant de l'optimisation grâce à l'extinction automatique des machines quand elles ne sont pas utilisées, à une scalabilité, que ce soit ascendante ou descendante, c'est-à-dire adapter en permanence le nombre d'hôtes qui sont présents dans Azure. Après, ce qui est important quand on fait du VDI côté Azure, Virtual Desktop, important, il faut savoir exactement de combien de machines on a besoin en simultané. Est-ce qu'on va avoir 1000 personnes qui vont être connectées en simultané? Est-ce qu'on va en avoir 10, 50? Donc il faut essayer de sizer tout ça pour prendre le bon dimensionnement au niveau des machines. Et après, donc, on arrive à calculer un coût. Donc, ça, c'est des coûts qu'on a générés avec la calculatrice Azure. Donc, vous pouvez reproduire vous-même. Donc là, on vous a mis quelques exemples hein, pour 10 connexions simultanées, 200, voire 1000. Donc, quand on voit pour 1000 connexions simultanées, on se retrouve à 4238 € par mois avec du Virtual Desktop, ce qui est même pas le prix d'un seul serveur on-premise pour héberger 50 utilisateurs. Donc, c'est vraiment très intéressant pour la situation qu'on vit actuellement. Si on ajoute également, si on veut prendre la partie Citrix en plus, on vous a mis un exemple pour 200 utilisateurs, où en gros, vous allez payer en plus 20 € par mois. Donc, voilà un petit peu pour une petite estimation. Alors, c'est assez parlante. Ouais, excuse-moi, je voulais pas te couper. Mais donc, là, pour repréciser sur les coûts, il y a différents niveaux d'utilisation, donc l'Azure Price Calc ou d'autres éléments qui permettent de simuler les coûts des VM hôtes. Il y a différents niveaux d'utilisation. Là, c'est un coût pour des utilisateurs, donc on va dire bureautiques. C'est Office et rien de plus. Si vous avez des utilisateurs qui ont besoin de plus de ressources, en fait, là, on retourne sur la scalabilité, mais qui va avoir un coût différent. C'est-à-dire que vous allez monter sur des VM plus puissantes qui vont donc demander de plus de ressources. Là, par contre, il y a vraiment de l'optimisation de coûts et donc de puissance qui sont directement liés. C'est bien le Windows 10 multisession
où Microsoft, depuis le début, avec la mise en place de Windows Virtual Desktop, insiste sur le fait que Windows 10 multisession est optimisé pour Office 365 et que donc la gestion de l'utilisation est largement améliorée par rapport à ce que vous pouviez avoir avant on-premise en multipliant les VM, soit Windows 10 ou autre, où ce n'était pas forcément optimisé pour tourner avec des Office 2016 ou, voilà, ou différentes versions d'Office qui pouvaient être installées sur les VM. Là, Microsoft a fait des gros efforts sur le Windows 10 multisession pour optimiser en fait la puissance, les répartitions des CPU RAM par rapport à l'utilisation bureautique qui peut être fait en fait dans Windows Virtual Desktop ou accessoirement Citrix dans Azure. Très bien. Voilà. Alors juste pour compléter ce que disait Yves, on a une petite remarque dans notre chat que j'aimerais mettre en valeur parce que nos amis de Citrix ont été gentiment conviés à nous écouter aujourd'hui. Et donc, bon, évidemment, de leur côté, aucun défaut côté Citrix, mais ça, on ne peut pas leur en vouloir, hein, c'est normal. Mais ils voulaient nous faire remarquer, et je pense qu'ils ont raison, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas assez dit, qu'il y a une vraie amélioration du rendu de Teams avec Citrix notamment, donc dans ces situations de télétravail et d'utiliser donc Teams. Est-ce que tu veux peut-être commenter ça, Yves, ou compléter cette remarque? Alors oui, oui, je peux compléter. En fait, alors je vais reprendre parce que dans une slide, il apparaissait. Citrix a une reconnaissance de Microsoft que pour l'utilisation de Teams, pour l'optimisation donc des flux de visioconférence, etc. Citrix était un partenaire direct de Microsoft dans l'utilisation de Citrix pour l'utilisation de Teams en fait. Donc voilà, c'est que Citrix et Microsoft clairement ne sont pas en compétition sur la VDI. C'est vraiment des cas d'usage différents. Ça veut dire que, comme je vous ai expliqué, pour moi, du Windows Virtual Desktop, c'est très bien pour des utilisateurs bureautiques ou même peut-être plus avancés. Mais là où il va commencer à y avoir les limites du Windows Virtual Desktop, peut-être sur de la fluidité, sur du détail vidéo ou autre, Citrix est là pour ça en fait. Et Citrix vient en plus. Après, Citrix va faire extrêmement bien la bureautique aussi. Après, c'est la justification, comme d'habitude, des licences ou pas et des coûts globaux. Mais Citrix a été reconnu par Microsoft sur son efficacité, sur tout ce qui est Teams dans la VDI. Très bien. Et nous sommes bien évidemment tous disponibles au niveau des équipes Progelis pour, même à l'issue de ce webinaire, vous écouter et vous guider vers la meilleure approche en fonction de l'organisation que vous souhaitez mettre en place. On a été assez rapide sur le déroulé de ce webinaire, donc on est un petit peu en avance. On peut encore rester disponible pour traiter d'autres questions que vous pourriez avoir à l'issue de cette présentation. N'hésitez pas à les transmettre. Est-ce que l'un d'entre nous, Cédric, Lucille, Yves, souhaite ajouter quelque chose en conclusion de cette présentation? Moi, je vais donner juste mon opinion sur le sujet, parce que moi, je trouve que je suis assez emballé par cette technologie. C'est assez rare que je trouve un produit aussi efficace et aussi adapté à la situation qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'avec ce que nous vivons depuis plusieurs semaines, j'ai énormément de clients qui ont beaucoup de problèmes avec leur VPN ou leur plateforme VPN qui ne supporte pas le nombre de connexions simultanées, des utilisateurs qui ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions. Et ce scénario-là, je trouve, est vraiment parfait pour répondre à la situation. Alors, on sait que dans l'avenir, le télétravail est quelque chose qui va se généraliser. Et c'est une solution qui, pour moi, qui sont assez simples à mettre en place et vraiment adaptée aux nouveaux besoins et aux nouveaux usages et à la façon dont aujourd'hui les collaborateurs de l'entreprise vont travailler. Et c'est vraiment une approche qui est assez intéressante, qui est en plus très sécurisée, donc plaît énormément à tout ce qui est RSSI. On n'a plus besoin d'avoir une porte d'entrée grande ouverte sur le réseau en publiant des serveurs web access, des choses comme ça, où on ouvre vraiment une porte aux hackers pour venir nous pirater. On est obligé d'avoir des appliances de sécurité. On est toujours inquiet dès qu'on publie des serveurs sur l'extérieur qui sont présents sur notre NAT. Là, aujourd'hui, avec ces solutions, que ce soit Citrix ou Virtual Desktop, la sécurité est portée par les équipes Microsoft avec Azure. On a l'authentification forte, on peut faire de l'accès conditionnel. On a vraiment tous les mécanismes
qui sont là pour nous aider et nous protéger de toutes les attaques externes. Donc voilà, donc je vais juste mettre un petit focus sur ça. En tout cas, pour moi, c'est des solutions qui sont assez emballantes et qui plaisent beaucoup à nos clients. Donc j'espère qu'on a pu vous les présenter d'une façon intéressante pour vous. Vous avez appris des choses, j'espère, aujourd'hui. En tout cas, toutes les équipes Progelis, que ce soit à Paris, à Lyon ou à Aix, sont là pour venir vous aider ou vous présenter plus en détail, ou pourquoi pas mener des POC, voire des implémentations. Donc, on est à votre disposition. Sur cette belle parole et cette belle preuve de passion de la part de mon directeur préféré, j'ai pas de questions, alors que ça fait déjà quelques minutes. Alors il faut rappeler que sur la plateforme qu'on utilise, qui est donc Teams Live Events, la plateforme de webinaire proposée par Teams, on a un petit décalage, nous, hein, donc on parle et puis vous nous entendez peut-être 30 secondes, 45 secondes plus tard. Donc il n'est pas rare qu'on ait des questions qui arrivent un petit peu en décalage. Et d'ailleurs, au moment où je vous l'explique, arrivent des questions. Donc, j'ai une question. En général, donc, combien de temps est-ce qu'il faut envisager pour déployer cette solution? Alors, peut-être il faut séparer les deux solutions, Virtual Desktop et Windows Virtual Desktop et Citrix, mais ça peut être une réponse très intéressante, oui. Alors, après, j'ai envie de dire, le temps va dépendre du besoin qu'il y a derrière. Pour monter un POC, ça peut être fait très rapidement. Pour après, si c'est une installation en prod, et ça dépendra aussi déjà des liens que vous avez avec Azure. Alors pour Windows Virtual Desktop, pour Citrix, ça peut être fait exactement très rapidement, mais en tout cas, ça peut être fait en une semaine large. En POC, moins. En prod, une semaine large, ça peut être fait. Après, il faut voir réellement la demande de chaque client, etc. C'est pas des installations qui vont prendre énormément de temps et les POC peuvent être mis en place très rapidement. Il n'y a pas forcément besoin vous n'avez pas besoin d'infrastructures très particulières. Il y a quelques prérequis quand même au niveau réseau, surtout si vous partez sur du Windows Virtual Desktop, qui sont plus pour la question d'interconnexion entre Azure et votre data center on-prem. En général, les personnes sont à jour, mais il faut quand même des connexions IKEV2 au niveau de vos routeurs firewall pour reprendre un peu de technique qui est obligatoire. Après, c'est plus sur un détail, ça veut dire que si vous êtes déjà dans Azure, vous avez peut-être déjà des notions de gouvernance Azure. Si vous n'êtes pas du tout dans Azure, il faudra en fait vous faire des notions de gouvernance Azure. S'il y a quand même la gestion des coûts qui sont importantes et aussi de la connaissance d'Azure qui est importante de prendre en compte. Donc en fait, pour moi, ce n'est pas tant la longueur de la mise en place plutôt que de la connaissance d'Azure que vous avez. Donc ça dépendra vraiment de l'avancement des connaissances de chaque client sur le domaine du cloud public qui permettra de mettre plus ou moins rapidement la solution en place. Cédric, peut-être pour compléter? Oui, tout à fait. Un autre petit point, ce qui peut aller très très vite, hein, c'est quand on va déployer des fermes de machines. Si on utilise les images standards Microsoft qui sont fournies, donc on peut parler du Windows 2019, ou du Windows 10, du Windows 10 multi-session. On a des images qui sont toutes prêtes également avec du Windows 10 et des clients Office 365. Après, il est tout à fait possible également d'utiliser un master que vous avez déjà développé on-premise, et on va pouvoir aller uploader ce master directement dans Azure et avoir des VM qui sont vraiment exactement comme ce que vos postes utilisateurs ont déjà on-premise. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très, très, très intéressant. Exactement, c'est parfait. Très bien. C'est mon deuxième prénom, je le sais. Parfait. Ouais. Waouh, toujours modeste plus. moins. Il est dans le toujours plus. Depuis que tu es maître du monde dans ce grand siège qui tourne un petit peu, de toute façon. Ce paysage très flou à l'arrière. Lucille, est-ce qu'on a d'autres questions qui seraient arrivées en cours de fin de présentation? Non, pas de questions de mon côté, donc je pense qu'on est tout bon pour aujourd'hui. Après, pour rajouter, s'il y a des besoins ou des envies de POC particulières, que ce soit sur Citrix ou Windows Virtual Desktop, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Progelis pour vous donner plus de détails. Nous, ça nous permettrait de prendre connaissance aussi de vos besoins et de faire des estimations, sachant que pour Windows Virtual Desktop, donc pour des POC, il n'y a pas besoin de licence particulière et que Citrix offre aussi une utilisation de test de Citrix Cloud pendant 2 mois, si je ne me trompe pas.
et renouvelable. Donc voilà, il est tout à fait possible de mettre des POC en place, que ce soit du Windows Virtual Desktop ou du Citrix, ou les deux en parallèle pour tester les deux configurations. C'est tout à fait possible. Et vous pouvez revenir vers nous si vous en avez le souhait. Toujours pas de questions de mon côté, donc je pense qu'on peut clôturer tranquillement sur cette phase finale. Franck? Eh bien, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire en direct ou peut-être en différé par la suite. Comme le soulignait Cédric, nos 3 agences Paris, Aix et Lyon sont à votre disposition pour poursuivre les échanges autour de la virtualisation et bien évidemment entamer des POC si nécessaire pour prévoir cette mise en œuvre, car le télétravail n'est pas juste une solution de confinement, hein, c'est une tendance qui est en forte croissance en France et qui donne beaucoup de facilité et de souplesse dans l'organisation de son travail. Donc, c'est un sujet que nous sommes tout à fait disposés à aborder avec vous et avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre participation.